Vladimir Poutine. Alors je précise tout de suite, ça n'est pas une réaction, j'allais dire directe à la scène que l'on voit là. Mais dans le contexte, ce sont des mots importants du président russe qui dit et qui déclare et qui le dit notamment au peuple russe que la région de Koursk, la région russe de Koursk, qui était contrôlée il y a quelques semaines encore par les Ukrainiens, ce que dit Poutine aujourd'hui, c'est que les Ukrainiens en ont été chassés complètement. Et vous nous expliquerez dans un instant, Elsa Vidal, pourquoi la déclaration que l'on entend maintenant est capitale. Le pari du régime de Kiev a complètement échoué. La défaite complète de l'ennemi dans la région frontalière de Koursk crée des conditions pour les actions réussies de nos troupes dans d'autres secteurs clés du front et rapproche la défaite du régime néo-nazi. On va tout de suite retrouver Nicolas Coadou parce que Nicolas, Poutine dit nous avons chassé les Ukrainiens de Koursk, nous avons repris intégralement le contrôle de cette région, ce que à l'instant, cet après-midi, les Ukrainiens démentent. Oui, par la voix de l'état-major de l'armée ukrainienne qui dément totalement cette information dans un message publié sur Telegram qui explique que des combats extrêmement difficiles, dit-il, sont toujours en cours dans la région de Koursk. Il faut dire la vérité, depuis plusieurs mois, les gains territoriaux dans cette région russe de l'Ukraine diminuent petit à petit puisque la Russie a mis énormément de force dans cette contre-attaque. Pour autant, oui, aujourd'hui, du moins selon l'Ukraine, il y a encore des combats et donc, sur le papier, l'Ukraine possède encore quelques kilomètres carrés dans cette région de Koursk. C'est extrêmement important, cette région de Koursk, dans le cadre de ces négociations, parce que c'est finalement le seul endroit en Russie qui est aujourd'hui occupé par l'Ukraine. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde les plans de paix qui sont proposés, que ce soit par les Américains, que ce soit par les Européens, on parle d'un potentiel gel de la ligne de front, ce qui voudrait dire que si l'Ukraine possède des territoires en Russie, il pourrait les garder. Et donc c'était extrêmement important pour Vladimir Poutine de récupérer cette zone territoriale. Aujourd'hui, force est de constater que, du moins de par les Ukrainiens, ce n'est pas totalement vrai. D'ailleurs, un petit mot tout de même, ce n'est pas la première fois que la Russie dit avoir reconquis totalement la région de Koursk. Il y a plusieurs semaines, ils avaient déjà fait une déclaration similaire, déclaration qui déjà avait été démentie par l'état-major de l'armée ukrainienne, Maxime. Nicolas Coadou avec Théo Touché en direct de Kiev. On va aller à Moscou retrouver Paul Gogo. Paul, est-ce qu'on a cet après-midi la moindre réaction? Alors, on a la réaction de Poutine sur Koursk, mais est-ce qu'on a la moindre réaction côté russe concernant justement les tractations qui se sont jouées ces dernières heures du côté de Rome? Non, pour l'instant, et c'est souvent le cas avec le Kremlin, c'est quelque part presque silence total, c'est-à-dire que Vladimir Poutine communique, comme on vient de le rappeler, avec des opérations du style je rencontre des gens du ministère de la Défense, je rencontre des diplomates, je rappelle que je suis le plus fort, je rappelle quelles sont mes conditions, mais effectivement, le chef du Kremlin ne s'empresse pas de communiquer aujourd'hui, parce que pour lui, ce qui se passe aujourd'hui à Rome, c'est finalement dans la logique des choses, c'est ce qu'il a réclamé finalement à Donald Trump, c'est d'aller voir l'Ukrainien, c'est d'aller voir les Européens et de leur imposer les choses, de leur expliquer ce que le Kremlin souhaite, ce qui est nécessaire pour pouvoir obtenir un cessez-le-feu dans le Donbass. Et c'est comme ça que fonctionne le Kremlin. Donc il est fort probable qu'aujourd'hui au Kremlin on se dise, eh bien voilà, c'est mission accomplie. On a poussé Donald Trump à aller mettre la pression à tous ces pays, à tous nos opposants. Maintenant, voyons ce qu'on va faire. Et c'est évidemment, mais ça, on l'a tous bien compris, ce sera le plus intéressant dans les temps qui viennent, dans les heures, voire les jours qui viennent, c'est de savoir de quoi tout cela va résulter. Parce que il faut quand même le rappeler, il y avait un envoyé de Donald Trump qui était encore à Moscou hier pour sa 4e visite. Et ils se disent des choses pendant plusieurs heures à chaque fois. Et on a finalement très peu d'écho sur ce qui se dit pendant ces réunions-là. Et peut-être que ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit les déclarations de Vladimir Poutine à propos de Koursk ou ces scènes auxquelles on a assisté à Rome, eh bien, vont nous permettre d'en savoir un peu plus dans les jours qui viennent sur ce que les Américains et les Russes se sont dit, sur quoi ils se sont mis d'accord et sur quoi ils essayent finalement de tordre le bras des Ukrainiens et aussi visiblement des Européens. Paul Gogo en direct de Moscou dans cette édition spéciale, mais précisément Elsa Vidal, il faut revenir à ce qui se passe à Rome, à ce qui s'est passé à Rome ces dernières heures. On le disait tout à l'heure, est-ce que la paix en Ukraine se joue à Rome? Est-ce que, en tout cas,
une partie du conflit et une partie des blocages peuvent sauter après des discussions comme celles qui viennent d'intervenir à Rome entre Zelensky et Donald Trump. Oui, dans la dimension psychologique, dans la qualité de la relation entre les deux leaders qui était devenue un obstacle évident aux yeux de tous, oui, cette journée à Rome peut jouer le rôle d'une remise à zéro. Il fallait se revoir et se reparler. Oui, pour repartir sur des bases plus saines et à défaut d'être positives, en tout cas neutres, qui permettent la bonne circulation des idées et une négociation qui n'est pas parasitée par une fâcherie et par une colère d'un côté ou de l'autre. Personnellement, je pense qu'il s'agit de psychologie de la part de Volodymyr Zelensky, de manière à pouvoir infléchir Donald Trump et lui permettre de mieux se faire l'écho et peut-être le messager de certaines demandes ukrainiennes qui, pour le moment, ont fait l'objet d'une attention quand même beaucoup moins favorable que les demandes russes. Je rappelle quand même que, du point de vue des concessions que les Russes seraient prêts à faire dans le plan de paix américain qui a été fuité dans différents médias, commencé par l'agence Reuters, les concessions russes restent absolument virtuelles. C'est-à-dire que Moscou renonce à envahir complètement l'Ukraine, c'est-à-dire ce qu'elle n'a pas été capable de faire en plus de 3 ans de guerre. Donc on peut quand même s'attendre à ce qu'il y ait plus de concessions véritables. Mais oui, c'est un très bon début pour tourner la page de la Maison-Blanche, de l'attaque en règle contre Volodymyr Zelensky et pour repartir sur une base absolument ouverte. Ulysse Gosset, encore et toujours, on s'arrête sur cette image des deux présidents, j'allais dire genou à genou, quasiment, qui sont assis face à face. En quelques minutes, juste avant les obsèques, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail. Ils n'étaient pas là pour ça tous les deux. Donc c'est comme le dit Elsa, c'est-à-dire c'était juste une reprise de contact direct et pour la première fois sans aucun intermédiaire, sans aucun spectateur même. C'est-à-dire qu'on se souvient de la scène dans la Maison Blanche, dans le bureau ovale, où vous aviez notamment J.D. Vance qui en rajoutait, des journalistes américains qui en rajouté, qui en rejeté encore sur le dos de Volodymyr Zelensky. Là, il n'y a rien de tout ça. C'est toi, moi, on se parle vraiment, mais quelques minutes. Et dans un contexte favorable pour Zelensky, puisque Trump avait fait un message sur les réseaux sociaux disant à Poutine « Arrête de bombarder, arrête Poutine, arrête Vladimir ». Et c'était non pas un changement de politique, mais quand même un changement de ton, reconnaissant que effectivement les bombardements sur l'Ukraine se poursuivaient alors qu'on était en train de parler d'un possible cessez-le-feu. Et donc Zelensky a pu lui dire merci de cette, je dirais, non pas fermeté, mais de cette remarque qui pousse Poutine quand même à réfléchir un peu. Et puis, merci surtout de me recevoir, parce que je voudrais te dire ce que j'attends et ce que je suis prêt à faire. Et de son côté, Trump a dû lui dire, quand je dis qu'il faut admettre que la Crimée restera russe, l'Ukraine ne va pas reconquérir la Crimée, ce n'est pas réaliste, pense Trump. Les Ukrainiens pensent le contraire, eux. Mais dans l'actuelle situation, à court terme, ça paraît effectivement irréaliste.